Dans les cellules, il y a des réservoirs à calcium dont la fonction ressemble à celle d'un robinet. Quand la cellule doit se contracter, le robinet s'ouvre et des cascades de calcium se déversent. Cette vague est essentielle et déclenche la contraction. Ensuite, le robinet se ferme et d'autres molécules pompent le calcium pour qu'il retourne dans le réservoir afin que la cellule puisse à nouveau se contracter. Alors, quel est le truc ? Lorsque je suis au repos, les électrons sont confortablement installés au rez-de-chaussée. Si on m'envoie de la lumière ultraviolette, les électrons excités montent à l'étage et redescendent aussitôt en relâchant de l'énergie sous forme de lumière. C'est la fluorescence. Par contre, le comportement des électrons change en compagnie du dysprosium. Un étage intermédiaire apparaît. Après avoir été excités par de la lumière ultraviolette, les électrons ne redescendent pas tout de suite au rez-de-chaussée, mais s'arrêtent à l'étage intermédiaire et y restent un petit moment. Puis ils redescendent chacun à des temps différents en émettant de la lumière. C'est la phosphorescence. Jean-Philippe observe le mouvement des deux protéines lorsqu'elles transmettent des informations à l'intérieur de la cellule. Pour cela, les scientifiques m'accrochent à l'une des deux protéines. Et sur la deuxième, ils y attachent une molécule fluorescente qui peut accueillir mon énergie. Quand une molécule fluorescente reçoit de la lumière, elle en émet à son tour. Et cette lumière émise, c'est de l'énergie. Certaines molécules fluorescentes peuvent transférer cette énergie à une autre, à condition qu'elle soit très très proche. Le pudding atomique, c'est un modèle de l'atome pour lequel on vient de mettre en évidence l'électron. Donc on va penser un modèle atomique, donc une boule électrique chargée positivement, constituée avec des électrons, donc les raisins du pudding, qui sont eux chargés négativement. Le modèle planétaire est un modèle qui est obtenu expérimentalement par Rutherford, qui va bombarder une feuille d'or à partir de particules alpha. La déviation des particules alpha sur la feuille d'or vont mettre en évidence le fait que la matière principalement est constituée de vide. Il y a un noyau et autour de ce noyau gravitent les électrons. Nous sommes alors en 1910. Mais il y a un épineux problème. Les lois de la physique classique prédisent dans ce modèle que l'électron s'écrasera sur le noyau vers lequel il est attiré. Un nouveau modèle est nécessaire. Ce sera fait 3 ans plus tard. Le modèle de Bohr, c'est un modèle qui reprend le modèle de Rutherford, mais qui va l'améliorer. Les électrons, quand ils sont sur des niveaux d'énergie, sont dans des états stationnaires. Si maintenant on diminue la pression en pompant le liquide, on va avoir une diminution de la température. On se déplace sur la courbe liquide-gaz. Au bout d'un moment, on arrive à un point qui est l'intersection entre l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle le point triple. On voit alors apparaître un cristal, un solide, c'est du solide d'azote. Voici mon diagramme de phase. Un peu plus complexe que celui de l'azote. Je suis un peu plus sophistiqué, il faut dire. J'ai également un état superfluide. L'hélium, comme tout corps pur, peut se retrouver sous l'état liquide, gazeux ou solide. Sauf que cette fois-ci, sa température de liquéfaction à 1 atmosphère, elle est très basse. On est à moins 269 degrés Celsius. Soit 73 degrés plus froid que l'azote. Mais comment forme-t-on le fluor 18 ? Pour mieux le comprendre, rapprochons-nous du cœur des atomes. Voilà le noyau de l'oxygène 18, un isotope stable. Il est composé de 10 neutrons et de 8 protons. Pour former du fluor 18, les atomes d'oxygène 18 sont bombardés par des protons accélérés dans un cyclotron. Lorsqu'un proton percute le noyau d'un oxygène 18, il perd un neutron. Le noyau obtenu compte alors 9 neutrons et 9 protons. Un atome de fluor 18. Mais mon noyau est instable car je suis radioactif. Pour retrouver mon équilibre, un proton se transforme en neutron, en émettant un positron, une particule très énergétique. On obtient alors un noyau composé de 10 neutrons et de 8 protons. C'est à nouveau un atome d'oxygène 18, stable et non radioactif. C'est là que débute l'aventure. Mosander, un autre élève de Berzelius, découvre qu'il s'agit d'un mélange d'yttrium, mais aussi d'herbium et de terbium. Puis, le Suisse Galissard de Marignac
découvre que l'herbium est en fait mélangé à un nouvel élément, qu'il nomme ytterbium. La gadolinite a d'abord révélé 4 nouveaux éléments, mais 100 ans plus tard, scandium, holmium, thulium, dysprosium et lutécium seront successivement isolés par des chimistes.